démarche éco-responsable et solidaire sur les événements. Donc, il y a un accompagnement qui se fait pour des événements qui le souhaitent et qui sont signataires d'une charte que nous proposons, donc un accompagnement qui est individuel et collectif. L'idée, c'est de se dire que nous avons des bonnes pratiques que nous mettons en place sur les événements, qu'elles sont toutes potentiellement à améliorer ou améliorables. Donc, du coup, nous œuvrons dans ce sens. Et dans le cadre de l'accompagnement collectif, ce sont différents ateliers qui sont proposés tout le long de l'année. Cette visioconférence fait partie justement d'un atelier sur des thématiques diverses et variées. L'agenda des ateliers est de septembre 2024 à mai 2025 pour cette saison. Et aujourd'hui, donc, la visioconférence est sur la thématique de l'impact social des événements sportifs, une thématique que nous avons jamais abordée encore dans le cadre des ateliers collectifs. Donc, je suis heureuse de pouvoir le faire et de pouvoir vous la proposer aujourd'hui en présence donc de Hugo Bourbilière, qui est vice-président délégué au sport à l'université Rennes 2, maître de conférence en STAPS et sur sociologie et management du sport. Donc voilà, je le laisserai se présenter avant de faire son intervention. Donc, nous sommes ensemble pour une durée prévue jusque 13 heures. Donc, il y aura un temps d'intervention par Hugo et la possibilité, bien évidemment, de poser différentes questions, différentes remarques via le chat et la conversation si vous souhaitez, et un temps d'échange qui est prévu à la fin de cette visio. Donc, on aura une demi-heure d'échange prévu ensemble. Donc, j'ai éteint, je pense, les différents micros. N'hésitez pas voilà, à mettre vos éléments dans le chat si vous souhaitez, et puis notez vos questions pour faire les questions plutôt en fin de visioconférence, si ça vous va. Donc voilà, je vois qu'il y a déjà une première... disposerons-nous du support? Alors, en tous les cas, la visio est enregistrée. J'espère que ça fonctionne, je vais vérifier tout ça. Donc, le support qui va être déroulé sera visible dans le replay que je transmettrai aux personnes qui ont participé à la visio. Donc, voilà, pour information. Je vous demande 2 petites secondes. Je vérifie tout de même que tout fonctionne. Voilà, j'ai l'impression que c'est bon. Hugo, je te propose de prendre la parole, si tu veux bien, de commencer ton intervention. Oui, tout à fait, merci. Ça va, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ouais, super. Ben, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir de pouvoir m'exprimer devant vous, enfin devant vos écrans, hein, bien évidemment, mais c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire dans le cadre de mon travail d'enseignant, hein, auprès des étudiants depuis pas mal d'années maintenant. Ça fait quelques années que je fais que je réfléchis à cette question de l'impact social et que j'essaie de faire cours là-dessus. C'est plus rare que je le fasse à des professionnels, donc c'est un vrai plaisir pour moi que de me prêter à ce jeu. J'ai essayé du coup de présenter aussi les choses dans cet état d'esprit pour que ça puisse avoir une application possible, notamment dans la deuxième partie de ma présentation. Mais voilà, donc merci encore une fois pour l'invitation et je vais sans transition donc enchaîner avec cette présentation sur l'impact social des événements sportifs. Alors, est-ce que vous voyez mon diapo ne diffuse pas? Ah, c'est mon ordinateur qui est un peu, j'espère que ça ira plus vite quand je passerai les diapos. Très bien, donc rapide présentation pour démarrer, mais je ne vais pas faire long, je vous rassure. Donc j'ai fait une thèse à l'université Paris Sud, venue depuis Paris-Saclay, sur la question de l'impact territorial des événements sportifs
récurrents. Donc, je m'intéressais à l'impact social, mais pas que. J'essayais justement d'avoir une vision un peu plus politique. Ma question de recherche de base, c'était à quoi ça sert un événement sportif, en fait, et comment un événement peut faire politique publique et peut servir la structuration d'un territoire par le sport. Donc ça, c'est un travail de thèse qui m'a ensuite amené à un postdoctorat que j'ai fait plutôt, toujours en STAPS, mais avec une valence plus marquée en sociologie à l'Université de Strasbourg sur la participation des publics dans le cadre des candidatures européennes, donc en utilisant le cadre de la sociologie des mouvements sociaux, sociologie de la démocratie participative notamment. Et donc depuis 2019, je suis maître de conférence à Rennes 2 et depuis peu, j'ai aussi des fonctions un petit peu plus politiques à l'université, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, voici ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, mon propos va se dérouler sur 45 minutes. J'avais un petit peu plus de temps, mais je pense qu'en 45 minutes, une heure max, on devrait avoir fait le tour, sauf si je me lâche un petit peu, parce que des fois, j'ai tendance en parlant à rajouter des exemples. Donc, voilà, mais j'aurai un œil sur le chronomètre, je vous rassure. Donc une première partie introductive très classique, comme tout bon universitaire, entre guillemets, je donnerai des éléments de cadrage définitionnel de ceux dont on va parler. Et puis ensuite, une présentation en 2 temps, le cadre, le périmètre en fait de l'impact social d'un point de vue des travaux scientifiques. J'essaierai de donner des exemples, mais j'ai vraiment à cœur de vous donner des dimensions en fait de ce que peut potentiellement l'événement, et j'aurai à cœur de redire ça. L'événement mécaniquement ne génère pas grand-chose, mais il peut, dans certains cas, y parvenir, et il peut générer les dimensions donc, que je vais développer. Et puis une deuxième partie sur la méthodologie, en discutant avec Céline et considérant vos activités professionnelles, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de focaliser les choses sur la manière de prendre en compte cet impact social, d'essayer de l'appréhender. Souvent, c'est aussi quelque chose dont vous n'avez pas forcément le temps de mettre en œuvre les retours d'impact ou les évaluations nécessaires. Donc, il existe des choses, en tout cas dans la littérature scientifique, que font aussi des praticiens. Et je vais pouvoir donc vous présenter les principaux éléments qui existent à cet égard. Donc, qu'est-ce qu'un événement pour commencer, avant de parler d'événements sportifs? Je ne vais pas remonter trop loin, trop longtemps, mais c'est assez intéressant de le faire quand même de manière assez succincte, parce que l'événement, par essence, par définition, il suppose une transition, une rupture dans le cours des choses. Hein. Donc, vous avez la linéarité du temps, et à un moment donné, l'événement va venir l'arrêter. Et à travers son caractère soudain, fugace, éphémère, comme c'est écrit sur la diapositive, il va pouvoir générer des répercussions par la suite. Ces 3 éléments définitionnels, en fait, vous les retrouvez dans n'importe quelle définition d'un événement, que ce soit dans le Robert ou dans le Larousse, et ça donne un cadre, en fait, qui est assez intéressant par rapport à notre sujet du jour. C'est-à-dire que l'événement, il va pouvoir attirer le regard parce qu'il va rompre la monotonie du temps, et par ce potentiel très fugace, très éphémère, il va avoir une attractivité très importante. Voilà. Et cette attractivité peut avoir des répercussions. Évidemment, toute la nuance et toute la difficulté se situe dans le peut avoir des répercussions. On en parlera longuement. Donc les événements sportifs maintenant, eu égard à la définition que je viens d'en donner, eh bien, ils vont avoir une acception tout à fait différente selon les lunettes en fait, avec lesquelles on va le regarder. L'événement sportif, ça peut, tout d'abord, d'un point de vue social, c'est le bas du petit schéma que vous avez sur la diapositive, supposer la rencontre entre des personnes qui ne se seraient pas rencontrées autrement. Donc c'est déjà quelque chose qui est relativement intéressant de ce point de vue-là, qui peut avoir en tout cas ce potentiel-là. D'un point de vue politique, l'événement sportif, il va avoir une finalité. Alors il va avoir une finalité associative, il va avoir une finalité s'il est organisé par l'acteur public différente, peut-être plus sociale ou plus économique, d'attractivité, bref, il y a toujours une finalité. Et donc, si on l'aborde à travers un prisme politique, ça amène à aborder les choses de manière différente sur l'événement, naturellement. Évidemment, cette finalité politique, elle s'observe aussi à un échelon supérieur, plus géopolitique, plus diplomatique. Là, ce n'est pas forcément le propos du jour de parler des Jeux Olympiques, même si beaucoup des cadres que je vais développer l'ont été sur les grands événements sportifs. Ça me permet de faire une petite parenthèse dès maintenant pour vous dire que je vais essayer de développer mon propos pour évoquer la diversité en fait, des événements sportifs, et notamment ceux qui vous concernent. Mais beaucoup de travaux que je vais vous présenter ont réfléchi en fait sur les gros événements sportifs, parce que c'est là qu'il se joue le plus de choses,
Et c'est là qu'on a eu aussi les moyens pour développer un certain nombre d'études. Donc, j'essaierai de faire des parallèles, mais parfois, ces détours-là seront nécessaires par les GESI, ce qu'on appelle les grands événements sportifs. Excusez-moi, mon micro s'est arrêté tout seul, je n'ai pas trop compris. Vous me faites signe, s'il y a un souci. Donc, je ne vais pas plus loin sur cette dimension géopolitique qui renvoie évidemment à votre culture du champ, aux nombreux boycotts et à toute l'histoire, notamment de l'olympisme. Ce n'est pas tellement le propos aujourd'hui. D'un point de vue managérial, maintenant, comme l'événement suppose la rencontre entre des gens qui ne se seraient pas rencontrés, l'événement suppose aussi la congruence d'acteurs qui n'auraient pas nécessairement travaillé ensemble s'il n'y avait pas eu l'événement. Hein, donc simplement, la seule opérationnalisation de l'événement fait qu'il va y avoir un certain nombre de conventions qui vont être passées, et donc l'événement il a le potentiel de générer une mise en réseau d'acteurs par sa seule opérationnalisation, même si on ne cherche pas à le développer cet aspect particulièrement. Cette opérationnalisation, elle se met en œuvre évidemment à travers des flux économiques, puisqu'ils vont ancrer matériellement l'événement sur le territoire. Alors évidemment, les échanges peuvent être aussi sur d'autres aspects, mais ça peut aussi générer cette dynamique économique. Et puis enfin, c'est le dernier point que j'appréhende parce que mon approche est plutôt sociologique, vous l'aurez compris, mais l'événement, c'est peut-être avant tout, eu égard à la définition que j'en ai donnée dans la diapo précédente, un élément d'attractivité, un élément communicationnel, un élément qui permet d'attirer le regard parce que par essence, il permet de rompre le cours des choses. La notion d'impact, pour aller au bout de notre petite introduction, l'événement sportif, il va avoir de multiples impacts. Pour qu'on soit bien au clair, l'impact, ça aussi c'est une définition que vous trouverez dans n'importe quel Larousse, c'est une conséquence. Par contre, ça c'est intéressant, une évolution positive ou négative. Donc par essence, l'impact, il peut être négatif. Hein, plus ou moins marqué, donc plus ou moins intense, généré par un phénomène. Là, en l'occurrence, ce sera l'événement sportif. Il est important d'avoir à l'esprit qu'à chaque fois qu'on va parler d'impact social, on peut avoir une vision un petit peu positiviste qui mènerait à penser que mécaniquement les impacts sont nécessairement positifs. Ils peuvent être nuls, ils peuvent aussi être négatifs, notamment dans le cas des grands événements sportifs. Enfin, petit jeu de sémantique aussi pour qu'on soit bien au clair, puisqu'il y a beaucoup d'éléments de langage et de sens commun sur la thématique du jour. Moi, je parle plutôt d'impact parce que c'est le point qui va focaliser en fait les effets. Les effets, ça va être les choses les plus immatérielles en fait. Et un effet, quand il va rencontrer un individu, quand il va rencontrer un groupe social, quand il va rencontrer un territoire, il va se matérialiser en impact. C'est le moment où l'organisation ou l'individu va recevoir l'effet. Donc, d'un point de vue théorique, c'est le moment qui permet d'analyser un petit peu les choses. L'héritage, il y a simplement une déclinaison temporelle, c'est ce qui se déroule à plus long terme. Le CIO dit que c'est à plus 7 ans. Il y a d'autres approches. Gardons en tête simplement cette idée de temporalité. L'héritage, ce sont simplement les impacts qui durent. Et donc, les types d'impact, ils sont extrêmement nombreux, eu égard aussi à la diversité des prismes avec lesquels on peut voir l'événement. Les impacts économiques ont été beaucoup étudiés dans les années 80. Ils précèdent largement les travaux que je vais vous présenter sur l'impact social. Les impacts touristiques et promotionnels qui ont été aussi, dans un premier temps, beaucoup appréhendés dans une perspective économique, également ont été traités dans ces périodes-là, à partir des années 80 et 90, avec beaucoup d'intensité. On trouve aussi des travaux sur les impacts urbains, environnementaux, plus récents, et puis l'impact social qui nous intéresse aujourd'hui. Évidemment, ces dimensions sont interdépendantes. On va aborder certaines dimensions dans l'impact social qui renvoient à d'autres de ces catégories-là. Simplement, c'est une façon de présenter les choses pour rendre intelligible cette complexité, mais les impacts sont profondément interdépendants. Je démarre donc avec ma première partie sur l'impact social et donc les grandes dimensions qui vont la nourrir, l'alimenter ou la structurer.
En premier lieu, donc quelques considérations générales sur l'impact social avant de vous donner ces dimensions. En premier lieu, il est important de signaler qu'on n'est malheureusement pas sur un impact économique qui se mesurerait, on est sur un effet social, un impact social qui, par essence, est intangible, immatériel. Les gens vont se regrouper, ils vont passer un bon moment, comment on va essayer de capter ça? Il y a déjà là une difficulté méthodologique, une ambition méthodologique extrêmement importante, un véritable obstacle. Il y a eu des tentatives de mesure de l'impact social, j'en dirai deux mots quand on parlera de la méthodologie, mais globalement, il y a un consensus dans la littérature et je participe à ce consensus allègrement en disant que ces effets étant par essence immatériels, la meilleure façon de les décrire, la meilleure façon d'en rendre compte, c'est de mettre plutôt des mots d'un point de vue qualitatif pour essayer de les interpréter et de les discuter, notamment dans leur intensité. Il y a un papier que j'évoquerai plusieurs fois, qui est absolument central dans la littérature sur l'impact social. C'est un papier de Lawrence Chalip, qui est un Américain en 2006, qui a un peu fait date dans notre champ et voilà, qui montre l'arrivée en fait de nombreux travaux sur cette question de l'impact social au milieu des années 2000, raison pour laquelle je vous ai mis un de ces verbatim ici, même si voilà, vous pouvez le lire. Ce sont des événements sociaux qui permettent la création de valeurs sociales. Ça, c'est d'un point de vue, encore une fois, théorique, puisque l'événement, c'est une rupture, il génère la rencontre de gens qui ne se seraient pas rencontrés. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner. À partir de là, il faut arriver à comprendre comment ça fonctionne et de quelle manière et avec quelle intensité surtout. Je développerai dans mon propos aussi une forme de complexité. Je parle de l'impact social, mais en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vers la fin de ma présentation, je vais parler des impacts sociaux et on va monter en complexité parce que chacune des dimensions présente des sous-catégories et donc il est assez complexe d'agréger finalement tout ça à un impact social sans perdre en réalité beaucoup de choses sur cette dimension, sur cette forme de complexité. Ces impacts, ils sont donc vers les organisations, vers les territoires, vers les populations. C'est ce qu'on va essayer de représenter à travers les méthodes que je vous présenterai. Et on n'est pas sur une thématique quand même on est sur une thématique particulière. On est sur une thématique qui est très soumise au sens commun. On sort des Jeux olympiques et paralympiques. Vous avez évidemment un tropisme particulier pour le sport, donc j'imagine que vous l'avez vécu aussi à travers peut-être votre enthousiasme, votre propre subjectivité. Donc, vous avez tous un avis, en fait, sur, par exemple, la parenthèse enchantée qu'ont permis les jeux. Peut-être avez-vous un avis plus ou moins nuancé, mais il y a beaucoup de sens commun, beaucoup d'impressions qui existent sur ce sujet. Il est très difficile, quand on travaille dessus d'un point de vue plus scientifique, avec une méthode et une rigueur, de mettre à distance ces espoirs, ces fantasmes, parfois ces peurs, parce que le sujet est très médiatisé et très soumis à ce sens commun. En même temps, c'est aussi un sujet du coup très intéressant et très stimulant. Et la preuve, c'est qu'il m'amène aujourd'hui à m'exprimer devant vous. Ça vous intéresse aussi en tant que professionnel. Et puis, le dernier point, et je reconclurai probablement avec ça, c'est un impact facile à voir. Ça renvoie à ce que je viens d'évoquer. On a tous déjà ressenti ça. L'événement, c'est bien. Toutefois, on va voir qu'il est très difficile à décrire et il est encore plus difficile à démontrer d'un point de vue scientifique. Décrire encore, on peut y arriver. Il y a plusieurs façons de le faire. Le démontrer et démontrer qu'il y a un effet dans le temps qui va être au-delà de la distraction, au-delà du bon moment passé entre copains, entre copines, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et malheureusement, les chercheurs qui travaillent sur cette question sont très humbles sur cette question et il est très important dès ce moment de la présentation de faire preuve d'humilité totale sur ce sujet, d'humilité méthodologique. Pendant longtemps, donc, on ne s'est pas intéressé à l'impact social. Pendant longtemps, on était vraiment sur l'impact économique, je le redis, les années 70, 80. Toujours dans cet article un petit peu central, Chalip explique qu'il y a plusieurs raisons, notamment parce que l'événement sportif est plus un spectacle qu'une fête, c'est-à-dire qu'il est orienté par et pour la télévision, notamment pour les grands événements sportifs, et que c'est justement en allant vers des plus petits événements sportifs, des événements locaux, qu'on va pouvoir recréer du sens. Là, on est justement dans le sujet.
Aussi parce qu'il y a plus une gestion de la foule qu'une relation avec la foule, eu égard à un certain nombre d'impératifs sécuritaires que l'on peut comprendre par ailleurs, qui va avoir un impact très concret sur la manière de concevoir le spectacle sportif. Il y a aussi beaucoup de travaux en sociologie, notamment de l'espace public, qui montrent que l'espace public aujourd'hui, c'est surtout un lieu où on se déplace, on va d'un point A à un point B, c'est moins un lieu que l'on investit. Il y a des milliers de raisons là-dessus que je ne vais pas développer, mais ça a un impact aussi très concret sur l'événement sportif et sur la manière dont il va être conçu. Et puis enfin, il faut bien le dire, l'impact économique a très largement pris le pas sur la valeur sociale pendant très longtemps. Il a fallu en fait arriver un petit peu au bout de ce qu'on pouvait faire sur l'impact économique, parce que en fait, sur l'impact économique, on n'est capable que de repérer des tendances. Là aussi, l'humilité méthodologique est le maître mot. Et les économistes eux-mêmes aujourd'hui disent, on est capable de repérer des tendances, ça a fonctionné, ça a été un gouffre, ça on est à peu près capable de le dire. Par contre, de manière plus précise, c'est très 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 complexe. Donc, disent-ils, il est intéressant de s'intéresser à l'impact social, à des choses qui sont un petit peu plus immatérielles. Donc l'impact social, il a de nombreuses définitions. Et en fait, il y a presque autant de définitions que d'approches disciplinaires et de chercheurs. Là, je vous en montre quelques exemples. Donc ça, c'est tiré d'un ouvrage collectif auquel j'ai participé avec Charrier et Jourdan en 2019, dans lequel on faisait ce tableau qui essaie de reprendre la diversité des définitions de l'impact social d'un événement sportif. Et vous pouvez voir qu'elles sont très différentes. Alors pour vous aider un petit peu dans la lecture, parce que c'est un peu lourd autrement, simplement vous montrer qu'il y a diverses approches, encore une fois, selon la manière dont on apprend l'événement. À travers une entrée économique, ce sont les définitions que vous trouverez dans les ronds rouges, eh bien l'événement sportif, il sera un bien collectif qui va générer des bénéfices et des coûts sociaux. Donc une approche assez binaire qui va permettre de cadrer les choses. Si on est capable de mesurer les coûts et les bénéfices sociaux, on sera capable de mesurer la valeur sociale, nous diront les économistes. Autre définition, structure planifiée ou non planifiée, tangible, intangible, créée par l'événement et qui lui survivent. Définition un petit peu large qui est devenue la définition de l'héritage par la suite. La définition ici, là, de Gratton et Preuss en rouge, c'est aujourd'hui la définition de l'héritage. Vous avez des définitions plus sociales qui attirent le regard sur d'autres choses, par exemple la rencontre de différentes cultures, différents groupes ethniques et sociaux, la manière dont la population va appréhender les bénéfices en dépit des nuisances liées à la fête. Autre définition plus portée sur le réseau, l'idée que la création d'un réseau au sein d'une communauté locale permet la création de liens formels ou informels. Encore une dernière approche, plus anthropologique, vraiment sur l'individu. On va se concentrer sur ce qui se passe quand on est un individu, une personne engagée dans un événement sportif. C'est notamment cette définition, moi que j'aime beaucoup, l'idée que les résultats sportifs importent peu, que le sentiment de quelque chose de plus important transcende le sport, et que grâce à cela, les distinctions sociales sont moins importantes, il peut y avoir moins de barrières. Il y a moins de barrières, disent-ils. Moi, je rajoute qu'il peut y avoir moins de barrières, parce que ça arrive malheureusement assez rarement, ces états-là. Toutefois, c'est possible. Et donc, il y a une forme un petit peu de... Il y a quelque chose de mystique, en fait, à travailler sur ce sujet, parce qu'il y a très très peu de choses dans l'espace public qui permettent de rassembler autant de monde. Qu'est-ce qui se rapproche des Jeux Olympiques que l'on a pu vivre? Qu'est-ce qui se rapproche des événements que vous pouvez organiser presque au quotidien? Il y a très très peu de choses en réalité, et donc il y a là une ambition assez importante à chercher à pouvoir mesurer cela, ou analyser cela. Donc, dans un premier temps, l'impact social, il a d'abord été appréhendé, c'est normal puisque l'impact économique précède l'impact social, à travers les cadres de l'impact économique. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de dimensions, je vais vous en présenter quelques-unes, qu'il y a eu un éclatement du champ. Donc dans les années 2000 notamment, il y a eu beaucoup de travaux. Sur le premier temps, on est plutôt 80-2000. Deuxième temps, on est 2000, 2010, 2015. Et puis on est actuellement dans un troisième temps où on considère que l'impact social, il va être profondément lié à ce que l'on va mettre à côté de l'événement pour le diffuser, c'est-à-dire à des volontés politiques, c'est-à-dire à des programmes d'accompagnement, c'est-à-dire à des activités associatives qui vont permettre de créer cet impact social. Et donc, il sera profondément dépendant du contexte et de l'endroit où il se déroule.
Et donc, c'est plutôt ce temps-là qui structure en ce moment les travaux et dans lequel je m'inscris à titre personnel. Alors, quelques dimensions maintenant pour rentrer dans le vif du sujet. La première, certainement celle qui est le plus investie par le sens commun, celle de la cohésion sociale, auquel j'ai ajouté la fierté d'identité locale, qui peuvent donner lieu à des sous-catégories, mais là, pour aller à l'essentiel, j'ai regroupé parce que finalement, ce sont un peu les mêmes mécanismes. Ce sont des impacts qui sont générés par les moments de fête, par les moments de regroupement. C'est le sentiment d'appartenir à un groupe, à une communauté, et qui va pouvoir influencer le concept de soi dans un contexte social, c'est-à-dire de retirer quelque chose vraiment du fait de participer à un groupe. Donc ça fait référence aux interactions, ça fait différence à ce que j'avais appelé dans ma thèse la synergie des attentions et des enthousiasmes, cette idée qu'à un moment donné, on est happé par quelque chose et que du coup, il peut résulter des effets. Bien sûr, les récits, les expériences qui en résultent peuvent être réutilisés pour alimenter la mémoire du territoire. Là, il y a un levier. Hein, c'est la manière dont on va narrer l'événement, dont on va en garder trace dans le temps, qui va permettre de pouvoir chercher à étirer dans le temps justement cet impact qui sinon est très éphémère, sinon est très précaire d'une certaine manière. Et puis, voilà, vous avez d'autres effets qui sont en fait des sous-catégories à travers les mixités, les événements sportifs. Là, je pense absolument rien vous apprendre, valorisent des publics cibles et donc vont être orientés vers des formes de mixité, discrimination positive par exemple. Rendre visible aussi un sentiment de fierté des enclaviers des quartiers populaires. Bref, derrière, on peut mettre un très grand nombre d'objectifs en fait qui vont être associés à ce cadre-là, à cette dimension principale de l'impact social. Je donnerai quelques résultats après quand je parlerai de la méthodologie, mais pour avoir un propos un petit peu synthétique, les travaux il n'y a pas vraiment de consensus sur cette dimension. Et les travaux s'accordent pour dire que généralement, on est plutôt sur quelque chose de très éphémère, donc qui va avoir du sens dans l'espace public, mais qui, au-delà de la distraction, est relativement questionné. Donc ça, c'est assez difficile de savoir ce qui va pouvoir être développé. Et donc, ce que disent les chercheurs sur cette question et les chercheuses, eh bien, c'est de développer des dispositifs qui vont permettre de faire durer en fait l'effet qui sera recherché, produit pendant l'événement sportif. Deuxième grande dimension de l'impact, le capital social. Le capital social chez Bourdieu, qui l'avait théorisé et qui a été repris ensuite par Putnam en 1995, c'est votre carnet d'adresses en fait, pour le dire très simplement. C'est votre réseau, c'est les personnes qui sont autour de vous. Eh bien oui, les événements sportifs, ils ont une source importante de capital social en ce qu'ils favorisent les échanges, en ce qu'ils permettent de rencontrer, encore une fois, des gens que vous n'auriez pas rencontrés autrement. Donc ça, c'est très intéressant et c'est une dimension qui est applicable aux individus et aux groupes. Ça ouvre aussi un pan de recherche sur les réseaux qui sont créés à l'occasion de l'événement sportif. Pareil, j'en dirai un mot quand on parlera de la méthodologie, mais il y a là quelque chose qui est plus facilement objectivable en fait. Sur la dimension précédente, on était vraiment sur du ressenti, donc de l'interprétation. Sur le capital social, on peut chercher à caractériser le nombre de relations nouvelles d'un individu après sa participation à un événement sportif. Est-ce qu'il l'a revu, les personnes qu'il a rencontrées? Est-ce qu'il les a revues dans d'autres cadres, dans le cadre sportif? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ça a permis de développer d'autres effets? Ça, c'est faisable et c'est assez intéressant. Le capital humain, ensuite, c'est finalement ce que vous avez dans votre besace. Ce sont vos compétences, ce sont vos savoir-faire, vos savoir-être également. Les auteurs nous disent là sur la diapo, c'est un ensemble d'attributs, de compétences, d'attitudes qui vont favoriser votre développement personnel. Et donc, eh bien là, les événements sportifs, ils ont aussi ce potentiel-là. En tout cas, ils peuvent, dans certains cas, mettre l'accent sur, par exemple, l'opportunité du bénévolat pour renforcer des compétences individuelles et collectives, pour améliorer l'employabilité,
ou encore pour développer la capacité de coopération, le savoir-faire, l'efficacité du territoire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est mesurable et qui est plus facilement, peut-être un petit peu plus facile à appréhender, mais encore faut-il avoir les bons outils méthodologiques. On retrouve une dimension peut-être un petit peu encore plus immatérielle, comme la première, le bien-être. On trouve dans la littérature anglo-saxonne sous le terme de feel good effect. C'est tout simplement le plaisir d'assister à l'événement, d'y être impliqué, ou, et ça c'est intéressant aussi, la simple proximité de l'événement pour les personnes qui n'y assistent pas. En effet, vous pouvez ne pas participer à l'événement. Alors évidemment, sur les Jeux Olympiques, on voit bien ce que ça représente sur un grand événement sportif, mais c'est aussi le cas d'un événement dans une ville rurale sur un week-end. Vous pouvez tout à fait avoir un bénéfice personnel sans participer à l'événement que de savoir qu'il y a du dynamisme dans la ville où vous habitez, qu'il y a quelque chose qui se passe pour les jeunes et que du coup, indirectement, vous en retirez quelque chose. Ça, c'est quelque chose de très intéressant à avoir en tête. Et c'est un effet qui est bien sûr là pour le coup très difficile à capter. C'est un effet indirect, mais qui est présent. C'est ce que on appelle ça la valeur d'existence. Par exemple, j'ai un jardin, mais il pleut beaucoup, je n'y vais pas beaucoup, mais je sais que même si j'y vais très très peu, j'ai un jardin chez moi et je peux y aller. L'idée et la formalisation dans son esprit de savoir que l'on peut le faire vous rapporte en réalité un bénéfice personnel, vous satisfait d'une certaine manière, vous apporte du bien-être. Et donc les événements sportifs, ils tentent à connecter les spectateurs, les participants à cette communauté imaginaire, quelque chose qui va dépasser, qui va être très, très malléable, vous l'aurez compris, mais dont les effets peuvent être très réels sur les individus. Très très gros volet, évidemment, le développement de la pratique sportive. Très souvent, les événements sportifs ont cet objectif en tête. C'est le cas des grands événements sportifs. Encore une fois, les JO en avaient fait un objectif central. C'est le cas aussi de nombre d'événements locaux, que ce soit pour développer le sport compétitif, que ce soit pour des objectifs plus sanitaires ou culturels ou éducatifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très central, de très important. Oui, un sentiment de fierté, un enthousiasme, une admiration peut inciter à la pratique. Un certain nombre de travaux le montrent. On parle d'un trickle-down effect, c'est simplement la traduction du ruissellement. L'idée qu'en voyant des champions, on va pouvoir derrière pratiquer du sport. Ou l'idée qu'en pratiquant sur un événement, derrière, on va continuer la pratique. Toutefois, malheureusement, cette dimension, elle est globalement faible. Ça c'est la première très grosse mauvaise nouvelle, après les difficultés méthodologiques que j'ai évoquées au début, et l'humilité que l'on doit avoir sur ce thème. C'est l'autre mauvaise nouvelle, c'est que les effets en réalité des événements sportifs, les études montrent qu'ils sont très faibles sur l'engagement dans la pratique sportive ou qu'ils sont de courte durée. En fait, vous arrivez surtout à engager dans la pratique sportive des gens qui sont déjà émotionnellement attachés à l'événement sportif, notamment pour les grands événements sportifs. Il y a une portée très faible, sans politique d'accompagnement de la pratique à long terme qui va y être associée. Par exemple, il y a cet exemple que je prends très, très souvent, voir Duplantis sauter à 6,26 m. Je suis admiratif, je le regarde avec intérêt, mais ce n'est pas ça qui va nécessairement me donner envie de pratiquer. Et au contraire même, il y a certains travaux, malheureusement, qui montrent qu'il y a des effets qui sont contre-intuitifs. Par exemple, voir Duplantis sauter à 6,26 m, au contraire, ça va me laisser penser que cette performance est tellement irréelle et tellement inatteignable que je vais rester à distance de la pratique sportive. Donc là, il y a beaucoup de sens commun sur cette dimension-là, et les travaux scientifiques montrent qu'il faut les appréhender avec beaucoup de prudence. Les effets peuvent être présents quand ils sont accompagnés sur le temps long, donc pour des événements plus locaux, lorsqu'ils sont intégrés dans des programmes, par exemple sur un temps, sur du moyen terme ou sur du long terme, avec un accompagnement, avec des objectifs appliqués à un type de population. Sinon, les effets sont faibles, sinon les effets sont plutôt de l'ordre de l'effet de mode, par exemple,
Là, en ce moment, on fête un petit peu les post-Jeux Olympiques. On a vu qu'il y avait une explosion de licences dans certaines fédérations. Je pense au tennis de table. C'est des choses qui sont arrivées dans toutes les Olympiades. On a 30 ans d'études sur les Olympiades derrière nous. Et je ne veux pas faire Madame Irma, mais on peut postuler que malheureusement, ce boom de licence dans la fédération de tennis de table va retomber, comme ce fut le cas pour le cyclisme à Londres 2012, en 2014. 2 ans après, on retrouve généralement les taux qui étaient ceux d'avant. Donc non, il ne suffit pas de faire un événement sportif pour engager dans le temps long. Il faut l'intégrer dans un programme beaucoup plus englobant. Autre dimension un petit peu différente, la citoyenneté et le civisme, l'idée que l'événement sportif puisse amener à du civisme local, à une citoyenneté culturelle qui va là être prise en tension, c'est ce qui est écrit sur la diapositive, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui étudient cela, entre les valeurs commerciales qui sont généralement associées aux grands événements sportifs et à la valeur marchande des événements et ce que l'événement a réellement pour vocation à développer. Toutefois, là, mon propos, c'est simplement de dire que l'événement, il a le potentiel aussi d'agir sur ce volet-là lorsque le message est bien orienté ou que les moyens sont développés pour cela. Le renouvellement urbain, voilà typiquement une dimension qui est liée, qui est très interdépendante de la dimension touristique, de la dimension économique que j'évoquais tout à l'heure, mais ça a aussi un impact d'un point de vue social, bien évidemment. Ça peut avoir un impact négatif aussi sur la gentrification, sur la hausse des loyers, sur le déplacement de population, bien entendu, dans le cas des grands événements sportifs. Donc là, on est sur une dimension évidemment qui est surtout centrée sur les grands événements sportifs, donc je vais être assez succinct, mais les Jeux Olympiques sont un moment où on peut accélérer la politique parce qu'il y a une loi d'exception, hein, c'est une opération d'intérêt général, donc on peut avancer un petit peu plus vite sur pas mal d'aspects, notamment déroger au code de l'urbanisme, déroger au code de la publicité également, et donc développer des infrastructures plus rapidement. Donc de ce point de vue-là, il y a des effets évidemment très positifs lorsqu'on est en position de décider ou lorsqu'on est un groupe social qui va bénéficier de ces aménagements. On peut au contraire en pâtir lorsque l'on est un groupe qui généralement peut être à côté des grandes infrastructures et être déplacé ou être avec des revenus moins aisés qui vont peser du coup sur son portefeuille. Des effets d'entraînement, ça c'est un impact qui est un peu méconnu mais qui est assez intéressant. L'idée en fait qu'un événement sportif, et là ça marche pour tous les types d'événements, puisse générer une forme d'émulation et entraîner dans son sillage l'apparition d'autres événements ou l'apparition d'autres dispositifs. J'ai par exemple travaillé moi à l'époque sur un événement qui n'existe plus à la ville de Paris qui s'appelait Femmes en sport. Femmes en sport impulsé par la ville de Paris, procédé de nombreux dispositifs d'accès à la pratique sportive pour des femmes qui étaient éloignées de la pratique sportive. Donc là, il y a vraiment l'idée que par son potentiel d'attractivité, l'événement puisse attirer des moyens, très concrètement, attirer des gens pour derrière développer des choses. Création d'événements annexes ou création d'opportunités sociales informelles. Ce ne sont pas forcément des événements, ce sont aussi d'autres rencontres, ce sont aussi des choses plus difficiles à caractériser, mais qui sont là aussi tout aussi réelles. Je conclus sur mes différentes dimensions. Donc évoquer la cohésion sociale, la dimension peut-être la plus difficile et en même temps la plus investie par le sens commun. Les capitaux sociaux et humains, donc votre carnet d'adresses et vos compétences. Le bien-être, la citoyenneté et le civisme, la fameuse pratique sportive, l'engagement dans la pratique, et des effets un petit peu plus singuliers, le renouvellement urbain pour les grands événements et les effets d'entraînement. Si ce sujet vous intéresse, au-delà de ma petite présentation du jour, vous trouverez en fait une grande diversité de catégories dans les chercheurs qui ont essayé de rendre intelligible cette diversité d'effets ou d'impacts. Nous l'avons fait là dans un ouvrage collectif en 2019 sur
sur l'Euro 2016 et donc on a abouti à un périmètre que vous voyez sur la diapositive qui reprend certains des éléments que j'ai évoqués aujourd'hui. D'autres qui sont un petit peu à côté, je pense à la valorisation des territoires ou à la dernière dimension, passerelle entre le sport et d'autres champs, par exemple les rencontres entre l'art et le sport, la solidarité internationale. Voilà, vous avez très nombreuses dimensions et en fait ce que je vous présente là, c'est une proposition, un regard sur la diversité des impacts et des effets qui existent dans le cadre d'un événement sportif. Ce n'est pas le regard ultime évidemment, vous trouverez d'autres façons de présenter les choses. Encore une fois, moi-même j'ai participé à ce tableau et donc à la présentation d'un périmètre de l'impact social un petit peu différent. On vient à la deuxième partie de ma présentation qui porte sur les approches méthodologiques, parce que là on a évoqué donc les différentes dimensions. Il s'agit maintenant d'essayer de les appréhender. Et là, comme j'ai bien expliqué, puisqu'on est sur un effet immatériel, intangible par essence, eh bien, il y a de vraies difficultés à le faire et un enjeu à pouvoir caractériser les choses au-delà de l'impression. Oui, il y avait du monde, c'était bien, l'événement, ça s'est bien passé. Oui, d'accord, ça on peut tous le dire, mais comment on fait concrètement pour pouvoir savoir si c'est le cas, si les gens retirent quelque chose? Alors la première façon de le faire, vous allez voir, c'est assez simple, c'est la mesure des perceptions, c'est du quantitatif. Donc là, vous avez un questionnaire, hein, tout simplement, que vous construisez. Alors il existe déjà des échelles, là je vous en présente une. L'échelle de la perception de l'impact social développée au milieu des années 2000. Vous pouvez complètement en développer d'autres par rapport à vos objets, hein, je vous y invite d'ailleurs, parce que généralement les échelles ne sont pas complètement adaptées à votre contexte, à vos singularités, donc c'est toujours bien à mon avis de construire l'outil par rapport à votre contexte plutôt que l'inverse. Toutefois, là, le propos, c'est simplement de dire que cet outil propose de classer les différents types d'impact. Déjà d'identifier si l'individu le perçoit ou non, et puis ensuite d'essayer d'en appréhender l'intensité sur une échelle de Likert assez classique. Par exemple, les rues étaient bondées. Par exemple, j'ai passé un bon moment. Oui, non, je ne sais pas. -5, +5. Ça permet derrière de caractériser les choses si évidemment on a un échantillon représentatif et si on respecte un certain nombre de choses liées à l'analyse statistique et surtout si on a assez de retours. Voilà, à partir d'un certain pourcentage, on commence à se dire que là on a une représentation. Donc ça c'est une façon de faire qui est très classique, que vous avez peut-être déjà développé dans vos travaux. Ça m'intéresserait d'ailleurs de le savoir après dans la partie d'échange. Il y a une facilité à le mettre en œuvre en fait. Il y a une complexification qui est possible, comme vous le voyez ici sur ce schéma. Soit vous faites des traits croisés, vous avez quelque chose d'assez simple, soit vous avez des compétences statistiques que je n'ai pas par ailleurs, mais qui sont plus poussées, et vous êtes capable de faire tourner des analyses factorielles, par exemple, et de pouvoir repérer des choses plus intéressantes. Là, en l'occurrence, c'est la proximité de la perception de l'impact selon la catégorie sociale et selon l'endroit où l'on vit sur le territoire, et la proximité à l'événement. Donc ça, c'est des choses qui sont derrière très, très intéressantes à analyser. Là, en l'occurrence, ces deux exemples que vous avez sur la diapositive, ce sont des exemples que nous avons développés dans le cadre de notre travail sur l'Euro 2016, dont je présentais la couverture du bouquin il y a quelques diapos de cela. Nous avions fait des questionnaires dans les fan zones et traité les choses de manière quantitative. Encore une fois, c'est assez classique. Et sur les événements sportifs, là, je ne vais pas être rentrer dans le détail beaucoup là-dessus, mais simplement vous dire qu'il existe beaucoup de modèles que vous pouvez appliquer. Donc il y a celui des perceptions que je viens de présenter, il y en a d'autres. Il y a celui de la perception du bonheur. Est-ce qu'un événement sportif vous rend heureux? Certains chercheurs se sont posés par exemple cette question. Il est intéressant de montrer que des fois oui, des fois non, et que ça va dépendre encore une fois du contexte, du type d'événement, qu'il n'y a pas de réponse mécanique. Donc travail intéressant sur le bonheur. Travail intéressant sur un modèle conceptuel qui a été pas mal utilisé dans la littérature, c'est le revenu psychique. Donc là, vous reprenez encore
différentes dimensions. C'est peu ou prou les dimensions que je vous ai présentées juste avant, hein. C'est la fierté civique, renouvellement urbain, la distraction, l'excitation, le réseau social, l'estime collective et l'engagement émotionnel, hein. Donc ce sont des choses que l'on retrouve d'une manière ou d'une autre dans tout ce que je vous ai déjà présenté, mais là qui permettent d'avoir derrière un questionnaire tout fait, en fait, tout prêt, et d'avoir un modèle en fait à appliquer sur votre événement. Donc pour conclure sur la mesure des perceptions, c'est facile à mettre en œuvre, je l'ai dit, il faut avoir des compétences statistiques minimales pour le mettre en œuvre. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin et on peut complexifier à l'envi. Et par contre, ça ne doit être pris que pour ce que c'est, par rapport aux autres outils qu'on va voir après qui pourront vous paraître parfois plus subjectif, plus interprétatif, là aussi, on est sur une subjectivité, on est sur des questions que vous allez définir, donc il y a déjà une forme de subjectivité, et puis il y a surtout la subjectivité du répondant. Donc on ne mesure pas en fait l'impact sur l'individu, on mesure surtout la perception que l'individu a de l'impact qu'il a reçu. Donc ça, c'est évidemment dans l'interprétation une prudence qu'il faut avoir pour bien comprendre les choses et bien interpréter. Deuxième exemple qui là mobilise à la fois du quanti et du quali, c'est le recensement. Alors le recensement, c'est plutôt sur les grands événements sportifs aussi, hein. Je l'ai dit, beaucoup de cadres et beaucoup de travaux sont développés dans le cadre des grands événements. Toutefois, c'est un outil très intéressant et qui peut aussi avoir des applications sur des événements de moindre envergure. Ça suppose en fait qu'il y ait un programme d'accompagnement. Donc sur des programmes de moindre envergure, ça pourrait être par exemple d'autres événements, ou d'autres dispositifs qui seraient rattachés à l'événement ou qui seraient en partenariat ou dont l'événement serait partie prenante. Si je reviens à mon exemple là sur l'Euro 2016, là c'est un extrait du recensement que nous avions fait. Nous avions fait de l'analyse documentaire tout simplement, en épluchant les supports de communication, les bilans, les articles de presse, etc. Et puis en faisant aussi du recensement, du téléphone, du mailing auprès de toutes les collectivités d'Île-de-France. Ça en fait pas mal, je vous rassure, on avait des étudiants avec nous, qui ont donc permis d'appréhender tous les projets qui se sont développés à l'occasion de l'été 2016, qui étaient de près ou de loin rattachés à l'Euro 2016. Donc soit des projets qui n'existaient pas et qui ont émergé, ça nous intéressait évidemment, soit des projets qui ont changé de couleur, qui existaient par ailleurs, le tournoi de foot habituel, mais qui, justement, à l'été 2016, a pris la couleur de l'Euro 2016, comme certains l'ont fait sur les Jeux Olympiques. Et donc, les points d'impact, ça c'est très intéressant parce que derrière, vous avez un recensement avec un certain nombre de colonnes. Donc, vous voyez, hein, après c'est à vous de définir les colonnes, c'est par rapport à ce qui vous intéresse. Nous, en l'occurrence, ce qui nous intéressait, c'était quel type de public sont touchés, quels sont les objectifs, comment c'est mis en œuvre et quels sont les porteurs de projets. Derrière, d'un point de vue quantitatif, hein, vous avez une base de données qui est bien structurée et qui vous permet de faire travailler de la cartographie, par exemple, donc de voir où sont les effets, de voir d'où viennent les gens, par exemple. Sur un événement de plus petite envergure, ça, c'est tout à fait possible de regarder est-ce que votre événement, il rayonne, à quel niveau il rayonne, de la même manière que la zone de chalandise en marketing, comment vous arrivez à attirer dans votre projet les individus dans votre département au-delà. Ça permet aussi d'identifier des réseaux d'acteurs. On revient au capital social tout à l'heure. Vous pouvez voir à travers l'analyse des partenariats, par exemple, que l'événement a permis de susciter de nouvelles relations, de nouvelles interconnexions et donc d'avoir des têtes de réseau, des acteurs un petit peu en retrait. Bref, de modéliser des choses qui sont assez stimulantes à faire, pour le coup. Troisième exemple, l'approche spatiale par l'observation. Donc là, on oublie le quantitatif, donc on oublie les chiffres, on passe vraiment dans l'approche plus qualitative. C'est quelque chose, moi, que j'ai beaucoup développé, même si j'ai participé aux travaux sur les méthodes précédentes. J'étais généralement en lien dans les collectifs de recherche sur l'Euro 2016 notamment, plutôt de cette partie-là. Donc l'observation, elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre de repérer des choses que vous ne pouvez pas repérer autrement.
il va aussi vous permettre d'observer le vide. Un événement sportif, il n'a pas vocation à transformer le territoire durablement et à impacter toutes et tous durablement. Et il y a des gens qui vont rester à côté. Et l'observation, avec l'idée de prendre contact avec les personnes, par exemple sur des circuits urbains, de discuter, de rencontrer des gens, va vous permettre d'avoir accès à des choses tout à fait singulières et très intéressantes. Encore une fois, mon exemple porte sur un grand événement sportif, c'était l'Euro 2016, mais ça, c'est pour le coup faisable sur des plus petits événements. Je l'ai moi-même fait dans ma thèse. Et donc, à chaque fois, on développe une analyse sur 3 indicateurs très classiques. Le lieu, donc comment votre lieu est transformé. Est-ce qu'il est transformé que d'un point de vue événementiel? Est-ce qu'il reste des choses une fois que l'événement est parti? Est-ce qu'il y a de nouvelles aménités? Est-ce qu'il y a de nouveaux usages? Ça amène donc au second point les activités sportives, festives. Est-ce que les gens vont vraiment participer à tous les stands que vous avez mis en place? Est-ce que les gens vont rester plutôt à distance? Est-ce qu'ils vont se mélanger? Ça m'amène à mon troisième point, les publics. Sont-ils des groupes informels, des supporters, donc des gens engagés dans la pratique sportive, en tout cas dans le spectacle sportif, des passants, des badauds, des groupes constitués, des classes, des associations sportives, etc. Donc ça, c'est un outil très intéressant. Alors, vous pouvez aller plus loin et puis aller jusqu'à créer des fiches d'observation. Nous, on le faisait avec les étudiants. Donc là, vous avez un exemple de fiche qui reprend les 3 indicateurs que je viens d'évoquer, qui les développe un petit peu. Vous voyez, là, c'était sur la fan zone et là, c'était sur un projet. Donc, comment observer un projet? Quelles sont les voies d'accès? Quelle est l'ambiance, l'odeur, l'évolution de la fréquentation, le climat, le marquage urbain, les activités, les usages habituels du site, etc. etc. Petit retour d'expérience, c'est très difficile de remplir cette fiche quand vous êtes sur place. C'est plutôt un outil qui sert a posteriori. En tout cas, c'est comme ça que moi je le travaille. Quand on est dans une analyse sociologique des effets d'un événement sportif, c'est plutôt un canevas qui va vous permettre de mettre à distance l'expérience que vous avez eue sur site. J'ai participé à l'événement, j'ai pris quelques notes. Je rentre chez moi, je regarde, oui, alors au fait, comment c'était? Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça permet d'objectiver un petit peu, même si j'aime pas trop ce terme, votre subjectivité, c'est-à-dire de cadrer votre subjectivité, d'y mettre un petit peu de rigueur et de ne pas rester que dans le fameux ressenti, que dans le fameux sens commun. Ça débouche sur quoi? D'un point de vue scientifique, on va l'utiliser comme des données exactement comme un pourcentage d'un questionnaire. On va utiliser une retranscription, par exemple, à la première personne de l'expérience que l'on a eue sur site comme une donnée. Évidemment, vous, en tant que professionnel du secteur, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller aussi loin dans la formalisation de vos données. Vous rester au stade précédent, mais simplement avoir en tête qu'il y a une grande variété du coup d'effets, d'impact, de choses à observer et donc des choses, encore une fois, que vous ne pourriez pas voir autrement. Là, en l'occurrence, l'exemple que je prends, c'est toujours sur l'Euro 2016, cette étude qui nous a bien occupés. À travers de la photographie, qui permet de montrer, par exemple, l'atonie ambiante qu'on a repérée lors de certains circuits urbains et qui nous a permis d'analyser, par exemple, que dans les bars, il y avait quand même une population, surtout d'habitués et de locaux, plus qu'une population de supporters. Et donc, l'événement, il avait plutôt tendance à donner plus d'intensité en fait au quotidien, plus que de transformer véritablement les usages. Vous voyez un exemple d'interprétation. Que le calendrier sportif était profondément déterminant. Quand l'équipe de France jouait, il y avait beaucoup de monde. Quand c'était un autre match, même un match de bonne facture, je me souviens que c'était Italie-Suède, je crois, de mémoire, donc quand même un match à l'époque qui était sportivement intéressant pour celles et ceux qui suivent, eh bien non, ça n'a pas vocation à transformer le site. Bref, ça permet d'arriver à une interprétation de l'idée que l'événement, il permet à un moment donné à des gens de se regrouper, mais que ça, c'est très éphémère et que ce sont surtout des habitués. Ça permet aussi, en entrant en relation avec les gens, de se rendre compte que les gens qui viennent dans ces bars, dans ces lieux de convivialité,
sont des gens qui fuient d'autres choses. Là, en l'occurrence, à l'époque, c'était le contexte sécuritaire post-attentat du 13 novembre 2015 pendant l'Euro 2016, et donc la sécurisation très très importante de la fan zone parisienne. Vous voyez, les termes police, trop de monde, piétiner revenaient régulièrement dans mes échanges, et donc il y avait cette volonté de voir l'événement d'une autre manière, peut-être un petit peu moins angoissante, du moins le ressentait-il comme cela. Donc c'est un exemple, encore une fois, sur un grand événement, mais qui vous montre qu'avec cet outil, vous pouvez aller plus loin, en fait. Vous pouvez aller dans des lieux qui se donnent peu à voir en réalité dans le cadre de l'impact social. Car si vous ne regardez que ce qui est mis en œuvre pour l'événement sportif, eh ben, vous allez voir que des projets sont mis en œuvre. Ça, c'est plutôt cohérent. Par contre, si vous développez ce genre d'outils, que vous tournez autour de votre événement, que vous allez, que vous revenez, que vous rentrez en contact, et bien là, vous allez avoir des gens qui vont être pas forcément concernés directement par le projet événementiel et donc dont le propos peut être intéressant. Pour faire un parallèle avec les statistiques, vous avez un échantillon plus représentatif en fait avec cette méthode-là. Par contre, pour qu'elle soit valide du point de vue de l'interprétation, il faut le faire avec rigueur. Donc, il faut le faire avec des cadres, avec les différents indicateurs, et derrière, il faut arriver à interpréter cela de manière très rigoureuse. Quatrième exemple, la méthode Delphi. Je vais être un peu plus rapide là-dessus. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du timing. Il me reste encore un petit peu de temps, oui. Il est midi, donc oui, tu as encore du temps. Un petit quart d'heure, c'est bon. Ouais. Ouais, j'en ai pour 10 minutes, je pense. Donc la méthode Delphi, c'est une méthode assez vieille c'est des focus group en fait, pour le dire plus simplement. Ce sont des prévisions, comme vous pouvez le voir sur la diapo, faites par des groupes d'experts structurés qui ne se concertent pas. Donc comme ça, on évite en fait tous les biais de confirmation, les biais qui existent dans les dynamiques de groupe lorsque vous êtes amené à vous exprimer sur tel ou tel projet, tel ou tel impact, là en l'occurrence. Là, vous avez un questionnaire et vous le remplissez chez vous, et du coup, vous n'avez pas ces effets-là potentiellement vicieux. La littérature nous dit qu'il faut minimum 20 personnes, que ça garantit qu'il faut garantir l'anonymat et qu'il y a une fiabilité si vous respectez cela. C'est une règle comme une autre. Vous pouvez tout à fait faire des focus group plus petits, je pense, et avoir des résultats très intéressants avec des personnes qui ont une connaissance, par exemple, du territoire sur lequel vous êtes ou qui ont une connaissance de l'événement ou de la pratique qui est mise en valeur à l'occasion du projet événementiel. Donc il y a 3 étapes dans la méthode Delphi. Il y a des variantes. Je vous présente celle qui est la plus classique. Vous construisez un questionnaire général qui sert à l'identification d'un panel d'impact. Vous identifiez plein d'impacts, typiquement les dimensions que je vous ai présentées tout à l'heure avec des sous-catégories. Et puis, vous demandez à votre panel donc d'identifier l'importance des impacts identifiés. Et puis, vous faites une réévaluation après un deuxième tour pour essayer d'apporter des réponses plus précises par rapport au premier tour. Derrière, donc, vous avez une hiérarchisation des types d'impact, des perceptions. Vous avez aussi une agrégation des subjectivités des experts, mais en mettant à distance les biais de groupe et en ayant plusieurs personnes qui répondent, et ben, vous avez quelque chose d'un petit peu plus robuste quand même d'un point de vue scientifique et surtout peu coûteux. C'est assez intéressant puisque la méthode précédente, vous avez compris qu'elle me tient bien à cœur et je pense que c'est une façon très, très intéressante d'avoir une vision très précise de l'impact d'un événement, l'observation. Toutefois, elle est coûteuse en temps, elle est coûteuse en énergie, très chronophage. Et puis derrière, il faut avoir aussi du temps pour récupérer les données, qu'est-ce qu'on fait des photos, comment on les interprète, etc. Là, vous n'avez pas ce problème-là. C'est quelque chose d'assez simple, méthode Delphi. Vous trouverez beaucoup de choses là-dessus sur Internet si cela vous intéresse. Et oui, j'ai oublié de dire que ça a été développé, c'était le sens de l'écriture en rouge sur la diapo. Ça a été développé pour évaluer les impacts sociaux. Donc il y a des articles qui ont vraiment mis cela en place. Et historiquement, c'était surtout développé pour l'impact environnemental. Et pas que des événements d'ailleurs. C'était plutôt l'impact environnemental des constructions,
de projets qui étaient un petit peu controversés. C'est une méthode, notamment à partir des années 80, qui est devenue très très utilisée par les militants écologistes. Cinquième exemple d'approche, la dernière, très classique, l'impact social par entretien, par atelier. Donc c'est la même chose que la méthode Delphi, mais en prenant le temps de discuter avec un guide d'entretien et avec un seul individu. Vous pouvez faire des ateliers avec plusieurs, mais vraiment l'idée de mener un entretien semi-directif qui va construire un certain nombre de thématiques sur lesquelles vous voulez être renseigné et qui vont vous permettre d'avoir des éléments. Là, ça nécessite d'avoir une question un petit peu derrière, ce qu'on appelle une question de recherche, pas forcément une problématique qui va être plus engageante, mais une question. Donc il faut avoir un prisme d'analyse. Si vous êtes simplement sur l'impact social, ça risque de tourner un petit peu à vide. Il faut savoir aussi qui interroger, parce que ce sont les parties prenantes, ce que c'est un pool de participants, par exemple, à votre événement, un panel, là aussi représentatif, peut-être, pourquoi pas. Les entretiens ne sont pas nécessairement très très longs, hein, ils peuvent durer 20 minutes, une demi-heure. C'est quelque chose de très 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 utile, de très intéressant, des verbatims derrière, surtout lorsque vous en avez plusieurs, et bien par effet d'occurrence, ils ont une vraie valeur scientifique et ils peuvent être interprétés du coup de manière assez sereine. Donc là, on est dans une méthodologie très classique en sciences sociales, évidemment. Les autres l'étaient aussi d'une certaine manière, mais celle-là est particulièrement centrale. Il faut avoir encore une fois une question un petit peu en tête sur l'impact social. Par exemple, je pense qu'il faudrait l'orienter sur une dimension de l'impact social. Voilà. Avez-vous rencontré des personnes? Vous partez sur cohésion, fierté, identité locale, et puis vous développez un guide d'entretien en fait qui questionne les individus essentiellement sur ce volet-là. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez vous rapprocher du questionnaire, mais vous n'allez pas avoir le traitement quantitatif et les biais aussi qui l'accompagnent, et les biais de perception et de subjectivité du répondant quand il va répondre. Au contraire, là, vous allez avoir des choses, des données de première main, en fait, qui sont assez intéressantes d'un point de vue scientifique. Ça peut être très pertinent si c'est fait de manière, encore une fois, rigoureuse. Là, vous voyez, c'était des exemples, encore une fois, par rapport à l'Euro 2016. Je ne vais pas forcément développer les verbatims, mais voilà, derrière, il s'agit d'interpréter des contenus de discours. Je conclus sur mes différentes méthodes en vous montrant que ce n'est pas parce que l'impact est intangible, immatériel, j'ai pourtant commencé en disant cela, qu'on ne peut pas utiliser de méthode quantitative. Non. On peut utiliser les deux types de méthodes de manière commune. Elles sont tout à fait complémentaires. Il y a une grande diversité de façons de faire. Alors pour reprendre les choses de manière très synthétique, dans les méthodes quantitatives, vous retrouverez les échelles de mesure que j'ai évoquées en haut avec quelques travaux. Vous trouvez ici les mesures d'indicateurs. Donc les mesures d'indicateurs, c'est typiquement le taux de licence dans une fédération. C'est le plus classique, le plus facile à repérer. Il faut trouver les bons indicateurs. La robustesse de l'indicateur va du coup être déterminante pour la validité de votre approche, mais c'est tout à fait faisable et ça peut vous donner des résultats très intéressants. C'est moins ambitieux que les autres méthodes, mais ça peut répondre à votre questionnement de manière très opérante. Puis là, vous avez ce qu'on appelle les analyses coût-avantage, que je n'ai pas choisi de développer à dessein, parce qu'elles participent en fait d'une monétarisation des effets sociaux. Pas quelque chose que moi j'ai développé, c'est quelque chose que j'ai plutôt tendance à mettre à distance. Donc c'est une méthode proposée par les économistes dans les premiers temps, qui est moins développée aujourd'hui. Pour être plus concret, en fait, ça suppose de mettre un prix sur un effet social. Donc, par exemple, on va vous demander combien vous seriez prêt à mettre de votre poche pour que cet événement se tienne à proximité de chez vous. À combien vous attribuez votre satisfaction
à l'égard des Jeux Olympiques par rapport à votre sentiment d'être français ou française, combien vous pouvez mesurer ce bénéfice-là d'un point de vue monétaire. Moi, je dis 20 euros, vous dites 40, quelqu'un dira 80, beaucoup de gens diront 0. Bref, ça participe d'une gymnastique intellectuelle qui est assez complexe, qui, sur l'impact social, moi, de mon point de vue, n'est pas très opérante. Que du coup, je ne développe pas beaucoup plus, mais qui est développée beaucoup aussi dans les dimensions plus environnementales. Ça peut vous intéresser aussi. Donc MEC, c'est méthode d'évaluation contingente. Donc c'est vraiment cette idée qu'on va essayer de mettre un prix sur quelque chose qui n'en a pas, sur un effet qui est en dehors du marché. La valeur, par exemple, d'un arbre que l'on va couper, la valeur d'un terrain que l'on va bétonner. Voilà. Cette méthode, elle vient essentiellement de ces travaux-là. Et donc, elle a été, dans les années 2000, appliquée à l'impact social des événements, mais ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, pour les raisons que j'ai évoquées. Et puis ensuite, des méthodes qualitatives, donc des monographies, c'est-à-dire des études de cas, des observations, des entretiens, je l'ai dit, des études de Delphi, et puis des approches transversales et interprétatives qui sont plus ambitieuses et qui vont mobiliser tour à tour des outils dans les deux types de méthodes, justement pour avoir quelque chose d'un petit peu plus robuste scientifiquement, ou en tout cas d'éclairer des choses différentes, puisque un outil, c'est un outil méthodologique, c'est quelque chose qui va vous éclairer un aspect, mais qui va vous rendre aveugle à un autre. Et donc là, l'intérêt, en multipliant les outils, c'est justement d'avoir une vision peut-être un petit peu plus éclairée, globalement. J'en viens à ma conclusion. Œuvrer stratégiquement pour faire levier. J'en dirai 2 mots juste après. D'abord, dire que on est plutôt content quand on étudie des corpus de travaux scientifiques lorsqu'il y a des consensus. La science, ça avance en débat, ça avance avec le doute, ça avance avec la confrontation, avec le conflit, et parfois on avance avec du consensus. En sciences sociales, c'est rare, parce que justement, c'est très soumis à la subjectivité, c'est très soumis au cadre et à la manière d'appréhender les faits sociaux, donc c'est pas souvent le cas. Et là, pour le coup, je suis assez content de pouvoir vous dire qu'il y a un certain nombre de consensus qui existent sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans la littérature et dans nos travaux, qui s'y intègrent. Le premier, c'est qu'on est passé des impacts économiques aux impacts sociaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de travaux, enfin si, ça veut dire ça, mais ça veut surtout dire que les impacts économiques ne sont plus suffisants. Ce n'est pas intéressant de chercher à mesurer que l'impact économique pour savoir si ça vaut le coup ou si ça fonctionne, son événement. Non, il faut avoir une approche un petit peu plus globale, notamment parce que, comme je le disais au début, l'impact économique est aussi très difficile à mesurer. On est capable de n'en repérer que des tendances. Pas d'impact sans ressources. Voilà la deuxième idée très importante. Un événement sportif, là il y a consensus là-dessus, n'a pas d'impact intrinsèque. Ça ne suffit pas d'organiser un événement pour qu'il se passe des choses. Il va falloir le penser pour qu'il se passe des choses. Autrement dit, il va falloir mettre en œuvre par des volontés politiques, par la mobilisation d'un maillage associatif, des acteurs pour pouvoir le faire résonner, pour capitaliser en fait sur l'opportunité que représente l'événement. Encore une fois, l'événement, il va permettre cette rupture dans le temps, mais ça ne va pas suffire si on s'arrête là. C'est simplement la petite étincelle qui va vous permettre derrière d'engager les choses avec plus d'ambition. Et là, pour le coup, beaucoup de travaux corroborent cette approche et je m'y insère aussi avec enthousiasme dans cette idée-là. Et puis la troisième, c'est la prégnance des contextes locaux qui amène plutôt une approche par le territoire. Cette idée en fait que un événement sportif, il n'aura pas le même impact selon le territoire où il est développé. Ce qui met à distance l'idée quand même de comparaison d'impact des événements sportifs. On aimerait bien. C'est séduisant l'idée d'avoir un modèle d'étude d'impact que l'on développe sur 3 événements et puis derrière on analyse et puis on se dit celui-là il marche moins bien que celui-là, donc on arrête celui-là. Malheureusement,
puisque les effets sont profondément, du moins sur cette dynamique sociale, mais c'est aussi le cas sur la dynamique économique, dépendant des singularités locales, des volontés politiques, dépendant de la spécificité de l'activité sportive aussi que vous développez, de sa modalité de mise en œuvre. Est-ce compétitif? Est-ce pour du sport pour toutes et tous? Est-ce éducatif? Il est impossible réellement de pouvoir comparer cela. Donc, il faut intégrer la complexité du réel dans l'analyse en mettant en avant en fait les éléments contextuels dans la manière dont vous allez appréhender les choses dans vos outils. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une autre idée importante dans laquelle je m'insère aussi avec enthousiasme. En conclusion, votre approche elle sera donc très dépendante du contexte et des objectifs d'analyse. L'impact économique, donc entre posture éthique, humilité méthodologique, j'ai pas beaucoup évoqué l'impact économique, donc je ne développe pas plus dans la conclusion. L'impact social, il est nécessaire pour respecter la complexité et être valide scientifiquement, d'appréhender donc la diversité d'abord de ces effets, de savoir qu'ils peuvent être positifs comme négatifs, comme nuls, d'appréhender les singularités des territoires, les spécificités de l'activité sportive, avec une belle faute que je peux enlever tout de suite si mon ordi répond. Il ne répond pas. Et l'intégration de la nuance, surtout dans la restitution des effets et dans l'interprétation que vous allez faire de vos données. Finalement, j'ai réécrit ici ce que j'ai dit au détour d'une phrase dans la diapo précédente, mais pour moi, c'est vraiment essentiel de conclure là-dessus. Un événement sportif n'a pas d'impact intrinsèque. C'est bien en prévoyant une stratégie avec des leviers, que ce soit des appels à projets, des programmes d'accompagnement, plus souvent c'est ça, mais ça peut être d'autres choses, si l'on veut avoir des impacts socio-économiques. Ça, c'est quelque chose que l'on trouve dans les verbatims de beaucoup de chercheurs. Pour que vous n'ayez pas à me croire uniquement sur parole, vous pouvez lire ces deux verbatims. Un Tax en 2015 qui nous dit « Les décideurs doivent maintenant comprendre que s'ils veulent un impact, ils doivent investir pour développer des dispositifs en plus de l'événement. » Il faut comprendre le contexte et les ressources attribuables à l'événement en amont pour comprendre les effets sur le territoire. Autrement dit, il faut concevoir en fait l'événement comme un investissement. C'est en mettant des ressources en amont qu'il peut y avoir des choses en aval. Sinon, l'événement va avoir peu d'effets, il va générer de la distraction, il va permettre à des gens de passer un bon moment, mais il n'aura pas d'impact sur le temps long. Alors, s'il me reste encore 5 minutes, c'est bon, Célina? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Alors 5 minutes, il me reste 3 diapos. J'avais prévu de vous parler du portefeuille d'événements sportifs, qui est une notion très stimulante aussi, très intéressante. L'idée, en fait, que les contextes des événements sportifs et de leur mise en œuvre sont tellement singuliers, sont tellement prégnants sur les impacts qui en découlent, que cela revient à faire en fait un éloge de la complexité, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à dire cet impact-là, cet événement a cet impact, mais c'est très très complexe parce que c'est un impact positif pour ce groupe social, mais pour ce groupe social, c'est plutôt un impact négatif. Et donc, pour sortir de cette complexité totale sur le sujet, il y a l'idée du portefeuille d'événements sportifs qui permet de passer de la complexité à la complémentarité. L'idée, en fait, que en développant des événements sportifs qui auront des caractéristiques différentes, mis côte à côte, on pourra, en renforçant leur opérationnalisation et leur parenté, développer des effets potentiellement vertueux pour le territoire. Pour le dire plus concrètement, c'est ce que fait de manière moins stratégique, c'est pour ça que j'allais dire essaye, mais c'est ce que font les élus au sport, les directeurs des sports des collectivités, je ne sais pas s'il y en a parmi nous aujourd'hui, qui vont aider des événements sportifs, tantôt en donnant une petite subvention, tantôt en aidant sur du matériel, ou en aidant à l'obtention des autorisations administratives, peu importe, en soutenant. Toutefois, là, cette approche, elle nécessite de dépasser cette vision strictement politique publique
pour aller vers quelque chose de plus stratégique, pour vraiment mettre côte à côte des événements qui auraient des impacts différents. Évidemment, l'ambition est louable, c'est très difficile à mettre en œuvre. D'abord parce que c'est une toile fragmentée, hein, les acteurs ils ont des intérêts parfois très, très hétérogènes à travailler de concert dans un projet de ce type. Et puis surtout, il faut développer une analyse des effets de chacun des événements qui peuvent être potentiellement intégrés dans ce portefeuille stratégique, donc engager des travaux assez ambitieux sur le mode de ce que je viens d'évoquer sur chacun de ces événements. Donc le travail est colossal et à ma connaissance, c'est pas des choses qui sont développées avec autant d'ambition dans les collectivités avec lesquelles, en tout cas, moi, j'ai pu travailler. Évidemment, je n'ai pas connaissance de tout ce qui peut se faire. Évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir favoriser cette mise en réseau et cette dynamique territoriale. Les modèles, d'un point de vue théorique, sont très intéressants sur ce volet-là. Un portefeuille d'événements sportifs peut avoir un impact en accompagnant des événements, par exemple, qui auront une dominante commerciale, d'attractivité économique, des événements qui vont avoir une attractivité touristique en termes d'image très importante, qui vont donner une coloration de marketing territorial, par exemple, à un territoire, en développant aussi une aide stratégique à des événements qui vont vraiment se concentrer sur l'interaction sociale ou sur le sentiment de célébration. Bref, l'idée derrière, qu'il y ait cette approche stratégique proactive pour capitaliser sur des opportunités, pour faire levier. C'était ça le terme. Les modèles de levier. Vous le trouvez ici, en fait, de manière... On va aller sur celui-là directement, et je conclurai avec celui-là. En fait, une fois que vous avez mesuré, en fait, ou analysé, puisqu'il s'agit d'impact social, votre impact, il devient surtout intéressant de réfléchir à comment on peut dynamiser cet impact, comment on peut l'améliorer, soit en appuyant sur les forces, soit en essayant de réduire les faiblesses ou d'agir sur les faiblesses. Mais d'une manière ou d'une autre, d'agir en fait d'avoir une réflexion stratégique mise en œuvre sur des publics par rapport aux résultats de votre étude d'impact. Voilà. Cet effet de levier, c'est ce qui permettra à vos différents effets, à vos différents impacts, de pouvoir durer dans le temps long et d'avoir concrètement une dynamique structurante sur le territoire, du moins, c'est ce que dit la théorie. Je vous remercie donc pour votre sollicitation, pour votre écoute. Pour aller plus loin, j'ai mis quelques-uns de mes travaux en lien avec le thème du jour, sachant que la plupart sont disponibles en ligne. Si vous ne les trouvez pas et qu'ils vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà. Et puis il y a aussi plein d'autres travaux que j'ai cités tout au long de cette présentation qui méritent aussi toute votre attention si cette thématique vous intéresse et que je me ferai un plaisir de vous transmettre si vous le souhaitez. Et je me tiens à disposition pour vos questions, bien entendu. Merci beaucoup, Hugo, pour cette présentation très, très intéressante. Je vais laisser la parole, du coup, aux participants. S'il y a des questions, c'est le moment de vous exprimer. Donc, je vous propose voilà, de lever la main et activer votre caméra, votre micro lorsque vous prenez la parole et de vous présenter au moment de prise de parole. La première question est parfois difficile, mais il faut se lancer. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment crucial. Ou des remarques, hein, même par rapport à cette présentation, n'hésitez pas aussi, voilà, si vous souhaitez. Alors, du coup, je vais commencer parce que j'ai une petite question et ça va peut-être entraîner d'autres derrière. Je voulais voir, moi, Hugo, par rapport à la temporalité de cette évaluation de l'impact en fait social, parce que je me disais, il y a quand même un facteur émotionnel, hein, que tu as abordé tout à l'heure qui est intéressant à prendre en compte. Ça veut dire que
quand on va venir mesurer l'impact social, par exemple faire des entretiens semi-directifs, des questionnaires, etc., j'imagine que les réponses vont être biaisées en fonction de la temporalité à laquelle on va faire l'enquête, en fait. C'est-à-dire que si c'est proche de l'événement, bah forcément, émotionnellement, je suis encore un peu dedans. Voilà. Si c'est par contre un mois après ou 2 mois après, donc est-ce que tu as une info par rapport à ça, la temporalité? Est-ce qu'il y a un temps qui est mieux pour réaliser cette enquête? Ouais, c'est une question intéressante. Alors, les plus ambitieux répondront que l'idéal, c'est de faire avant, pendant, après. Bon, derrière, déjà que certains outils sont difficiles à mettre en œuvre, vous voyez la difficulté si on fait tout x3. Donc, l'idée, ça peut être d'avoir des outils différents avant, de faire de l'observation pendant et de faire un questionnaire après. Ça peut être intéressant. Par exemple, des entretiens semi-directifs avant pour appréhender la manière, la stratégie en fait des organisateurs ou ce que attendent les participants selon que vous souhaitez travailler du côté de l'offre ou de la demande. Pendant, ça va être nécessairement profiter de la temporalité de l'événement, donc plutôt des observations, donc plutôt essayer de saisir les choses. Et puis après, ce qu'il en reste, ça peut être plutôt des questionnaires. Voilà. Là, il y aurait une approche peut-être un petit peu complémentaire entre les outils. Mais sinon, oui, tu as raison, là, il y aura un impact très très important de la temporalité sur l'enthousiasme, par exemple, sur l'événement pendant. Ouais. En fait, ça va dépendre de ce qui est recherché, en fait. Si on cherche le rapport émotionnel à l'événement, l'idée de rencontrer des gens et de passer un bon moment, c'est sûr que le pendant, déjà, est nécessaire. Et, va falloir le mettre à distance, les retours qui vont être faits par rapport à ça. Si tu poses cette question-là après, bon, bah, tu auras des réponses un petit peu différentes, mais qui peuvent être intéressantes plutôt sur le capital social, sur est-ce que j'ai vraiment créé des liens à l'occasion de l'événement, bah, avec 2-3 mois de recul, c'est peut-être plus facile. Maintenant, là aussi, l'expérience m'amène à dire que l'après est très 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 difficile du point de vue des retours des répondants. L'après, généralement, c'est très très compliqué quand on passe après. On peut rencontrer des gens, dire je vous envoie le questionnaire, un QR code, machin, mais l'après, généralement. Et là, on sort d'une étude avec des collègues sur l'impact social des jeux en Seine-Saint-Denis pour le département de la Seine-Saint-Denis. Et justement, on a fait un questionnaire après, avec pourtant le soutien de la Seine-Saint-Denis, de nombreux acteurs des collectivités donc une certaine force de frappe, on va dire, en termes de réseaux sociaux et de diffusion. Et malgré ça, on n'a pas eu plus de 200 retours. Donc, autrement dit, pas rien pour pouvoir analyser. Voilà, ça fait flop 200 quand on travaille sur la Seine-Saint-Denis, on passe à côté de l'outil. Donc voilà, réponse, réponse encore une fois selon ce que l'on cherche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'ai mis tout le monde KO. Moi, c'était aussi une autre remarque par rapport à ce que tu venais sur lesquels tu as terminé, hein, sur avec les décideurs politiques, ce que disait Tax là, les collectivités territoriales, justement, est-ce qu'elles se sont emparées de ces outils pour, au-delà des organisateurs qui pourraient mener leur évaluation de l'impact social, etc. Est-ce que vous avez des données, des chiffres sur les collectivités territoriales qui pourraient venir justement enrichir les ressources ou les sources pour les organisateurs, en fait? Est-ce qu'elles s'emparent de ça? Oui, globalement, oui. Là, par exemple, si on pense aux Jeux Olympiques, l'étude qu'on est en train de finir démontre qu'il y a vraiment eu un engagement très, très important du maillage associatif de Seine-Saint-Denis, déjà, qui est très proactif par ailleurs, mais qui là s'est mobilisé particulièrement, et également des collectivités. Je pense que c'est de plus en plus su, ça. Ça commence à être daté, en fait, cette référence. Elle a 10 ans, mais voilà, moi, dans mes échanges avec les acteurs, ils sont rarement surpris, en fait, hein, par ça. Ils disent, on le fait déjà. Hein. Ça, pour le coup, il y a cette idée. Maintenant,
Oui, peut-être un chiffre, du coup, parce que tu m'en demandais un, j'en ai un en tête qui est particulièrement parlant, c'est sur l'Euro 2016, tu vois, l'étude là qu'on a menée, et sur les JO, a priori, ce serait pareil, voire un peu plus. On a montré que plus de 50% des projets qui ont été développés pendant l'été 2016, en fait, en Île-de-France, donc des projets qu'on a recensés, ont été impulsés par les acteurs publics, donc collectivités, États, communes. Donc, nous, ça nous amène à dire que oui, l'impact social, il est le produit des volontés politiques. Il n'est pas du tout le giron du CIO ou de l'UEFA. C'est vraiment les acteurs qui vont participer à ce jeu commercial que peut être le grand événement sportif international, dans l'idée d'en faire quelque chose d'un point de vue politique. Et ça, pour le coup, on l'a très bien observé. Et ça va dans le bon sens, quand même, clairement. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, des questions avant de terminer cette visio? A priori, non. Donc, écoutez. J'espère que c'était pas trop théorique, hein, évidemment. Moi, j'arrive avec mes définitions. Voilà, j'espère que j'étais dans le ton de ce que vous attendiez. C'est vrai que c'était assez classique, hein, comme présentation, mais voilà, j'ai essayé de répondre à un certain nombre d'interrogations qui pouvaient être les vôtres. Encore une fois, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou des réflexions a posteriori. Parfait. Merci beaucoup, Hugo. Donc, dans ce que je disais, ça a été enregistré. Donc, aux participants, j'enverrai le lien. Et voilà, si besoin d'infos complémentaires par rapport au slide qui aurait été présenté, vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Je pourrais après, voilà, échanger avec Hugo et voir comment on peut diffuser à ceux qui étaient présents s'il y a besoin d'infos complémentaires. Merci à celles et ceux qui ont participé, qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, vous aurez les coordonnées. Je vous ferai justement une petite question d'évaluation suite à cette visio, quand même tout de suite après, pour pouvoir voir si ça a convenu, si vous aviez d'autres attentes. Ça nous donnera l'opportunité justement d'enrichir l'intervention si jamais nous devions la reproposer en 2025. Donc voilà, on sera preneur de vos retours. Donc je vais essayer de le faire assez rapidement pour que voilà, avoir des résultats qui soient sur le vif. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Merci encore, bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir.